J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en parler? On peut pas en parler librement. Librement. C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Aujourd'hui, nous recevons Séverine Lescuras de Oh My Péri. Elle va nous éclairer sur le périnée, tous les bienfaits qu'on peut avoir en prenant soin. C'est une spécialiste de ce muscle qu'on ignore trop souvent. Bonjour Delphine, merci pour l'invitation dans ton podcast. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi je suis Séverine Jodas-Lescuras et je suis kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale depuis 25 ans. Et je suis aussi la fondatrice de Oh My Péri, qui est une solution en ligne de rééducation périnéale pour que chaque femme, où qu'elle soit dans le monde, ait accès à une rééducation périnéale de qualité. Voilà. Et j'accompagne toutes ces femmes à travers le monde. Et au moins, il y a un accès en dehors des cabinets. Ça, c'est génial. C'est pour toute une communauté mondiale des femmes, finalement, hein? Oui, c'est ça. En fait, c'est des rendez-vous en Zoom pour faire des bilans pour qu'on sache où est la problématique. C'est 5 parcours qui leur sont dédiés selon les symptômes qui sont dépistés au bilan. Et les parcours se déroulent sur 10 à 20 semaines avec des exercices respiratoires, périnéaux, abdominaux, des conseils d'hygiène de vie et toute une communauté WhatsApp dans laquelle elles sont invitées. Et dans cette communauté des périnettes, Oh, magnifique! elles se sont autoproclamées comme ça. C'est la communauté qui me permet, moi, de les challenger toutes les semaines, de savoir où elles en sont, suivre les évolutions, fêter les victoires. Elles se soutiennent entre elles aussi. Enfin, c'est très bienveillant et ça permet de répondre aux questions un peu en live. Elles ne sont jamais vraiment seules avec leur ordinateur. Peut-être tu vas commencer par nous définir qu'est-ce que c'est que le périnée exactement et à quoi il sert. Le périnée, ou plutôt le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles, de fascia, de ligaments qui ferment notre bassin en bas. Donc en gros, ça part en avant du pubis jusqu'en arrière le coccyx et ça a plusieurs rôles. Ça a déjà un premier rôle de soutenir nos viscères, la vessie, l'utérus et le rectum en arrière et tout ce qui se passe au-dessus. Ça a un rôle de continence, donc rien ne doit sortir de nos orifices de manière involontaire. Donc là, je suis très claire sur ça. Ni une petite goutte d'urine, ni un gaz de manière involontaire. Donc le périnée sert à la continence urinaire et à la continence anale. Et son dernier rôle, c'est un rôle dans la sexualité pour que, mesdames, vous ayez une sexualité épanouie, sans douleur. Ça, c'est aussi un des rôles du périnée. Tout le monde en parle facilement de ce muscle-là? Ah non, non, c'est extrêmement tabou. Il y a des pays où on n'en parle même pas du tout. Alors en France, je dirais que la parole se libère parce qu'en France, on a la chance d'être confronté à son périnée au moment des accouchements en général. Donc c'est souvent la première fois que les femmes en entendent parler. C'est d'ailleurs un peu dommage parce que moi je suis assez militante d'une éducation périnéale parce que le périnée c'est pas du tout qu'au moment de la naissance, c'est toute la vie. Un périnée on n'en a qu'un. Donc j'aimerais moi qu'on ait une éducation périnéale depuis l'enfance ou au moins l'adolescence pour savoir ce que c'est, savoir quels sont les symptômes, savoir quoi surveiller. Quels sont les symptômes que peuvent rencontrer les femmes? À ce moment-là de leur vie, ce qu'il faut savoir, c'est que le périnée est très hormonodépendant. Donc, à partir de la périménopause et la ménopause, les hormones féminines se cassent la figure. Eh bien, on peut imaginer que le périnée se casse la figure aussi. En gros, il est moins imprégné hormonalement, donc il est moins efficace. C'est la même chose pour les ligaments. En gros, nos viscères sont moins bien soutenus, donc gros risque de prolapsus à venir puisque notre plancher est moins bon. On voit aussi apparaître à ce moment-là des fuites urinaires, notamment, c'est quand même le grand classique, et notamment les fuites urinaires à l'effort.
ce sont les fuites urinaires qui apparaissent quand on éternue, quand on tousse, quand on saute, quand on court. Parce que là, on parle d'effort abdominal. Donc, dès qu'on a une pression abdominale qui pousse sur le périnée, eh bien, il y a un risque de fuite puisque le périnée ne répond pas forcément à la bonne hauteur et ou au bon moment. Donc, les fuites urinaires apparaissent souvent à cette période de vie et souvent, finalement, sur des éléments déclencheurs un peu particuliers. Je pense à mes patientes qui, là, vont commencer à arriver cet hiver parce qu'elles ont eu un épisode de toux. Et alors ça, c'est le grand classique. Tout à coup, elles attrapent la grippe et bim, elles débarquent dans les cabinets en disant « Oh là là, mais j'allais bien et j'ai toussé pendant 15 jours et en fait, je me suis rendu compte que mon périnée n'était pas OK. » Et puis, il y a aussi toutes celles qui ont la sensation que elles ont une petite fuite quand elles rigolent, c'est pas si grave finalement. On leur a parfois parlé que oui, en vieillissant, c'est normal. Alors non, non, non. Ce n'est pas normal d'avoir une fuite en rigolant, en toussant, en éternuant. Ça peut arriver, mais il faut considérer ça comme un signal d'alarme qui doit nous amener à consulter et suivre une rééducation de qualité. Plus spécifiquement, comment toi, tu définirais en 3 mots cette période de transition de la vie des femmes? La ménopause, alors chamboulement hormonal, chamboulement périnéal et une sensation de fatalité. Ce sont les 3 mots qui me viennent puisque c'est ce que j'entends tous les jours dans mon cabinet. Tu peux développer un peu ces 3 mots que tu viens de nous dire? Alors, je suis pas la spécialiste des hormones, mais en tout cas, ce chamboulement hormonal, il commence à quand même être bien décrit avec les troubles de l'humeur, avec une espèce de fatigue chronique, avec une imprégnation au niveau du périnée qui s'effondre et donc on se retrouve avec un périnée moins compétent. Je passe les bouffées de chaleur, je passe tous ces désagréments qui sont pas forcément communs à toutes les femmes, mais qu'on décrit quand même beaucoup. Comme il y a un chamboulement hormonal, il y a un chamboulement périnéal et souvent c'est vécu comme une fatalité parce que comme ça arrive à toutes les femmes, on a quand même cette sensation que ok, il va falloir en passer par là et finalement on cherche pas tellement de solutions à ça puisqu'on se dit c'est arrivé à ma mère, à ma cousine, à ma voisine, elles ont passé le cap puis elles le subissent plus ou moins donc c'est en ça que je trouve que c'est assez dommage de considérer ça comme une fatalité parce que sincèrement la ménopause aujourd'hui il y a des choses à mettre en place pour aller mieux. Alors moi, j'ai une spécificité rééducation périnéale, mais je pense notamment à l'activité physique. Et l'activité physique, c'est pas parce qu'on a des fuites urinaires qu'on arrête l'activité physique. Si on a des fuites urinaires pendant l'activité physique, ça sous-entend, ok, je rééduque, j'adapte mon activité physique, mais surtout, je n'arrête pas mon activité physique. Tu es en train de nous donner déjà les choses à faire que toi tu mets en place pour cette période dans la vie des femmes. Ne pas arrêter l'activité physique, même en cas de fuite urinaire. C'est ça le principal symptôme finalement. Au niveau périnéal, le principal symptôme, ça va être la fuite urinaire. Oui, c'est quand même ce qu'on décrit le plus. Ou alors, une sensation de gêne et de lourdeur au niveau périnéal. Ça, c'est un début de prolapsus, c'est un début d'organe qui peut un peu descendre. Donc, c'est quand même une femme sur deux. Une femme sur deux présentera un prolapsus. Et quant aux fuites urinaires, la littérature dit 1 sur 3. Moi, je dis au moins 1 sur 2 aussi. Je pense que la littérature n'est pas juste parce que juste les femmes n'en parlent pas. Tu peux définir prolapsus? Ok, alors prolapsus des organes pelviens, donc le fameux POP, c'est une descente d'organes. Donc ça peut être la vessie, l'utérus, le rectum et ou on peut avoir un combo. Et ça, ce sont nos organes qui descendent puisque on a quand même, nous les femmes, une fragilité qui est le vagin. Le vagin étant un organe vide, eh bien, la vessie peut descendre et donc elle fait dérouler la paroi antérieure du vagin. Donc, mesdames, quand votre vessie descend, ce que vous pouvez ressentir ou voir au niveau de votre vulve, ce n'est pas votre vessie. C'est la paroi antérieure du vagin qui est poussée par la vessie. Idem le rectum qui pousserait la paroi postérieure et l'utérus qui descend, lui, dans l'axe. Ce sont les parois vaginales qui déroulent et c'est ça qu'on peut voir ou sentir. Vous n'allez pas perdre votre vessie. Ça, je l'entends encore trop souvent. Mais est-ce que ma vessie a un risque? La vessie ne va pas passer par le vagin. Elle pousse la paroi antérieure du vagin. Donc ça, les prolapsus, c'est vraiment un grand classique parce qu'en plus, on a quand même des facteurs de risque ou des facteurs aggravants à ce prolapsus. Et là, je reviens sur une chose qui est hyper intéressante à entendre, c'est que souvent, on nous dit oui, le périnée, j'ai eu tant de grossesses, tant d'accouchements par voie basse, ça a fragilisé mon périnée. Le principal ennemi du périnée,
l'ennemi numéro 1 de nos périnées, c'est la constipation chronique. Mais non. Mais si. Et quand je fais le bilan, à tous les coups, je gagne. La constipation chronique qui est tellement fréquente chez les femmes, tous les jours, quand vous êtes concerné par la constipation chronique, tous les jours, vous poussez pour aller à la selle et tous les jours, vous poussez sur votre périnée. Donc, première chose à réguler, votre constipation. Et ça, je ne peux rien faire pour vous. C'est une histoire de transit, c'est une histoire de régime alimentaire. Et si le régime alimentaire n'y suffit pas, il faut avoir une aide médicamenteuse. La constipation chronique est une pathologie. Donc souvent, mes patientes me disent « Oh, je vais tout de même pas prendre un médicament tous les jours pour la constipation. » Et là, je leur réponds « Mais si vous étiez cardiaque, vous prendriez bien un médicament pour votre cœur. » Eh bien, on prend un médicament pour sa constipation chronique. Le sujet est le même. On a une pathologie, on la résout. Et c'est tellement destructeur des périnées que c'est trop important pour le négliger. Donc, la constipation chronique, mesdames, si vous m'écoutez, c'est votre ennemi numéro 1. Est-ce que les gastros, les médecins, tous ces gens qui voient toutes ces femmes se plaindre de cette constipation chronique sont au courant de cet effet délétère? Oui, ils sont au courant et souvent, ils prescrivent des médicaments. Mais souvent, les femmes ne les prennent pas. Et alors, au-delà de ça, c'est que les femmes ne consultent que très rarement pour une histoire de constipation chronique. Parce que souvent, elles sont constipées depuis tellement longtemps que là aussi, on rentre dans une espèce de normalité, fatalité. Donc, il y a très peu de consultations juste pour une constipation chronique. Au même titre qu'il y a très peu de consultations chez le médecin juste pour des fuites urinaires. En gros, l'histoire de la fuite urinaire, ça va apparaître au détour de la conversation avec le médecin. Exemple, vous sortez d'une grippe, vous avez beaucoup toussé. Là, peut-être, votre médecin va vous poser la question. Mais puisque vous avez beaucoup toussé, est-ce qu'au niveau du périnée, ça s'est bien passé? Porte ouverte pour donner une réponse. Donc là, on donne ou on donne pas la réponse, mais c'est rarement une cause de consultation. Donc, les diagnostics sont difficiles à placer aussi à cause de ça. Les personnes qui viennent te voir ont souvent, tu dis, des fuites urinaires dont elles s'alarment un petit peu trop tard, si j'entends en creux ton discours. Exact. Souvent des symptômes de constipation chronique donc elles ne s'alarment jamais alors que c'est un facteur aggravant pour la santé du périnée. Exactement. Est-ce qu'elles continuent à faire du sport, toutes ces femmes qui viennent te voir quand elles ont des fuites urinaires, par exemple? Alors souvent, elles cessent le sport parce que parfois, c'est dans leur pratique sportive qu'apparaissent les fuites. Ce n'est pas la pratique sportive qui entraîne la fuite. La pratique sportive va révéler la fuite, mais le périnée était déjà un peu en mode survie et à partir du moment où on dépasse la limite, alors je donne souvent comme exemple, si vous passez vos journées assises à un bureau, à ne pas trop sauter, courir, et que tout à coup, il vous prend l'idée d'aller faire de la Zumba, très bonne idée en soi, c'est pas un souci. Là, peut-être, vous allez vous dire, oh, mais là, j'ai des fuites quand je fais de la Zumba m'a donné des fuites urinaires. Non, non, votre périnée était OK pour votre quotidien et comment vous le sollicitiez. À partir du moment où vous l'avez sollicité un peu plus, vous avez dépassé sa limite et là, hop, fuite urinaire. C'est la même chose que tout va bien et je me mets à tousser et là, hop, à nouveau fuite urinaire. C'est pas la toux qui crée la fuite, c'est la toux qui la révèle. C'est pas tout à fait la même chose. Donc du coup, souvent ces femmes, elles se disent OK, je sens bien que j'ai besoin d'activité physique parce qu'arrivé à la ménopause, il y a toujours cette notion de prise de poids, d'importance pour rester en forme, d'aller faire un peu de sport. Et hop, elles s'arrêtent aussi sec parce que à ce moment-là apparaissent les fuites. Donc, rappelez-vous, faites du sport, faites de l'activité physique et si des fuites apparaissent, diagnostic, rééducation, adaptation du sport en attendant d'aller mieux. Mais j'ai pas dit arrêt du sport, hein. J'ai dit adaptation du sport et après les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous pourrez refaire votre sport au niveau que vous voulez. Mais en tout cas, il y a parfois une adaptation à faire, le temps d'une rééducation bien menée. Bah alors, le périnée, c'est un muscle, hein, le plancher pelvien qu'on a tous, les hommes aussi. Est-ce que les femmes te racontent des problèmes avec leurs conjoints? Est-ce qu'elles en parlent ou est-ce que ça reste quelque chose de complètement secret, tabou? C'est pas si simple. Je dirais que au fur et à mesure de nos séances et du climat de confiance,
certaines vont m'en parler. Moi, je pose la question. J'ai ou pas de réponse. Il est de mon devoir de kiné spécialisé de poser la question. Je pose la question des douleurs, je pose la question. Donc, je pose la question. Après, libre à elles de m'en parler. Certaines vont finir par m'en parler. J'ai quand même certaines femmes, j'en ai une en exemple là très récemment, qui vient au cabinet, on fait de la rééducation périnéale et elle constate que son périnée va bien. Et vraiment, son périnée va bien. Et elle me dit, mais alors, moi, je suis venue parce que mon conjoint trouve qu'il a moins de sensations dans nos rapports et je pensais que c'était un problème lié à mon périnée. Et donc, j'ai retourné la situation en disant, avez-vous, vous, un problème dans votre sexualité? Des sensations diminuées, des douleurs? Et là, elle me dit, ben non, moi, tout va bien. Mais je dis, ben alors, le problème ne vient peut-être pas de vous. Certainement pas, d'ailleurs. Voilà, on ouvre une porte, on donne des clés. Après, libre à chacune d'avancer avec son conjoint, son partenaire. Autant chez les femmes, le périnée, c'est tabou, autant chez les hommes, Oui. alors là, on est encore dans un sujet plus. Moi, je ne maîtrise pas du tout le sujet pour le coup, puisque moi, j'ai fait le choix de la spécialisation en santé de la femme. Mais je sens bien que là, c'est un sujet encore plus touchy et c'est pas à gagner qu'on trouve des solutions tout de suite. Donc en fait, le tabou, il n'est pas simplement féminin. Ah non, je pense que même du côté des hommes, c'est peut-être pire parce que j'imagine les hommes souffrant de troubles d'érection. Je pense que là, le tabou est énorme. Et quelle est ta position par rapport aux hormones de substitution, puisque tu nous as dit que le périnée, en fait, était extrêmement sensible à la fluctuation des hormones. Alors moi, clairement, je suis pas médecin, donc j'ai du mal à me positionner par rapport à ça. Ce que je peux en dire, c'est que c'est ni oui ni non aux hormones de substitution. C'est chacune doit faire un bilan avec son médecin, mais ça mérite un bilan et un vrai questionnement sur est-ce qu'on peut envisager ou pas un traitement hormonal, est-ce que c'est adapté aux unes et pas aux autres. En fait, c'est pas parce que la voisine a un traitement hormonal qui lui convient que ça va nous convenir. Et c'est pas parce que l'autre voisine a un traitement hormonal qui ne lui convient pas du tout que ça ne va pas nous convenir. Donc là, c'est vraiment une décision médecin-patiente et c'est une décision qui mérite du temps. Je peux pas me prononcer sur ça parce que j'ai pas les compétences, mais en tout cas, ça mérite quand même un rendez-vous spécifique avec son médecin et ne surtout pas écouter ce que fait Madame X ou Madame Y puisque nous sommes unique et ça mérite un diagnostic et une prise en charge unique. Alors, tu nous as déjà beaucoup parlé de tes trucs et astuces. Est-ce que tu en as d'autres, des choses à dire aux femmes en cette période de périménopause et ménopause? Je vais revenir sur la constipation. La constipation, c'est une chose. On se dit qu'on gère le mieux possible notre transit et que du coup, on est moins constipé. Je vais parler du passage à la selle et de la position aux toilettes. Alors là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, puisque nos toilettes à l'européenne sont beaucoup trop hautes. Donc, il vous faut absolument, mesdames et messieurs d'ailleurs, c'est valable pour messieurs aussi, des marchepieds. Vous posez vos pieds sur un marchepied de manière à ce que vos genoux soient au-dessus de vos hanches, impérativement, parce que ça va ouvrir le canal anal. Enfin, l'angle du canal anal, il y a un angle en fait entre le canal anal et le rectum qui est très fermé quand on est sur nos toilettes statiques. Dès qu'on prend un marchepied, on ouvre l'angle et de ce fait, les selles vont aller directement sans effort de pousser sur le périnée dans la bonne direction. Donc le marchepied, c'est le conseil d'hygiène de vie que je donne tout le temps. Et les fameuses constipées chroniques, là, qui viennent au cabinet et qui découvrent pour la première fois que c'est pas normal d'être constipé, je leur parle du marchepied. Alors là, elles reviennent la fois d'après en disant, ça a changé ma vie. Donc, changez vos vies tout de suite. Je vous donne le conseil ultime. Un marchepied dans les toilettes, c'est impératif. Super, ça c'est génial. Et puis, est-ce que tu conseillerais un sport en particulier pour les femmes qui ont peut-être une lourdeur dans le périnée, le temps qu'elles se réadaptent? Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus dangereux que d'autres? Longtemps, la course à pied, par exemple, a été décriée en disant, la course à pied, ça donne des fuites parce que sport à impact. Toutes les dernières études qui sont sorties ont montré que non, la course à pied ne donnait pas des fuites.
Par contre, elle les révélait parce qu'évidemment, si vous sortez de votre canapé et que vous n'avez rien fait pendant des années et que tout à coup vous courez, eh ben vous allez trouver votre limite. La course à pied n'est pas un souci, le vélo, la natation, c'est pas un souci. Moi, j'aime beaucoup le yoga, le pilate, mais j'aime aussi des sports un peu à impact parce que finalement, notre corps va adapter les choses selon ce qu'on lui fournit comme effort. Si vous ne faites jamais de sport à impact, vous n'aurez jamais d'adaptation de votre corps à cette charge. Donc, faire que du yoga et du pilate, je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, on ne passe pas nos vies sur un tapis. Nos vies, elles sont debout, à marcher, à porter des poids. Et donc, si vous ne sollicitez pas votre corps, si vous n'engagez pas vos muscles au quotidien, comment vous allez faire pour porter un peu de poids? Enfin, voilà. Sollicitez un peu votre corps. Votre corps a de la ressource. Et si vous le sollicitez de manière progressive, tout va bien se passer. Donc, vous faites ce que vous voulez et surtout, l'activité physique mérite quelque chose qui nous fasse plaisir. Sinon, on abandonne. Donc, vous faites ce qui vous fait plaisir. Moi, j'ai aucune contre-indication. Jamais. Après, j'adapte la rééducation s'il faut, mais faites-vous ce qui vous fait plaisir. C'est trop important. Je vais te parler d'une chose un petit peu personnelle. Ma prof de danse me disait toujours, il faut absolument que tu serres ton périnée pendant que tu fais des abdos, sinon tu vas te détruire tout ton plancher pelvien. C'est vrai ça? Non, c'est faux. Voilà, Alors là, je suis radicale. t'es radical. Alors là, je suis radicale. Non, en fait, le plancher pelvien ou le périnée, c'est un ensemble musculaire qui doit faire le job tout seul. Avant d'avoir des problèmes de périnée, on se demandait pas comment il faisait. Eh ben, il faut qu'on revienne à cette situation-là. Le périnée, il adapte sa résistance aux pressions qu'il reçoit au-dessus et c'est automatique et réflexe. On ne peut pas imaginer, tiens, je vais courir, tiens, j'ai fait un semi-marathon, moi, il y a pas longtemps. Tu imagines bien que pendant 21 kilomètres, je n'ai pas dit, tiens, il faut que je contracte mon périnée. Enfin, ça n'a aucun sens. Ah oui, c'est ça, c'est infaisable, on est d'accord. C'est infaisable en fait, donc ça n'a aucun sens. Par contre, avoir une bonne posture en autograndissement, engager son transverse, les abdos avec une bonne posture, parce qu'un plancher pelvien qui n'a pas une sangle abdominale super costaud en même temps, ça ne sert à rien. Il faut les deux. On a un combo gagnant entre le transverse abdominal et le périnée. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, ayez une sangle abdominale au top, ayez un périnée fonctionnel et vous n'y pensez plus. Ça doit faire le job tout seul. D'accord, donc on va faire du sport pour se faire plaisir, en même temps on se fait des abdos, en même temps on garde bien son périnée, si ça va pas très bien, on se rééduque. On vient voir la plateforme. Eh ben, exactement. Vous venez me voir et promis, je mettrai toute mon expérience à votre service. Quels sont les mots qui reviennent le plus souvent dans la bouche des femmes qui te consultent en périménopause et en ménopause? Estime de soi un peu diminuée. La honte, notamment vis-à-vis des fuites urinaires. Alors la honte plus vis-à-vis des fuites anorectales. Ah ouais. Ça, c'est toujours une vraie problématique. Et du coup, isolement social pour certaines, parce qu'elles ont tellement de problèmes que elles n'osent plus sortir. Et les problèmes s'installent de manière enfin, c'est très insidieux. En gros, ça vient pas du jour au lendemain, j'ai un problème de périnée. Parfois, j'ai des femmes qui ont des problèmes de périnée depuis longtemps, elles composaient avec jusqu'au moment où elles peuvent plus composer. Et là, elles se retrouvent, assez spontanément à s'isoler sans vraiment mettre un mot dessus, c'est-à-dire que tout à coup, elles ne voyagent plus parce que voyager devient compliqué. Il faut trouver des toilettes, elles ont peur des fuites qui pourraient se voir, elles ont peur des odeurs. Donc voilà, il y en a une récemment, là, elle avait 75 ans et elle me disait Séverine, vous avez changé ma vie. Alors je dis attendez, 75 ans, non, j'ai pas changé votre vie. Elle me fait si, vous avez changé ma vie parce que alors cette dame était veuve et elle finalement en venant au cabinet, elle a recommencé à sortir de chez elle et elle s'est rendue compte qu'elle reprenait plaisir à accepter les invitations de ses amis, à aller déjeuner avec ses amis parce que son périnée allait bien et qu'elle n'avait plus de fuite. Et c'est en ça qu'elle me disait que j'avais changé sa vie. Alors ça, pour moi, c'est toujours un moment très gratifiant et finalement, ça me déclenche toujours beaucoup d'émotions parce que je me dis, mais cette dame-là, 75 ans, qui était très mobile, enfin, je veux dire, elle avait pas de problème de mobilité, elle avait juste un problème de périnée. Mais c'est tellement tabou.
c'est tellement compliqué d'en parler que, en fait, elle a laissé la situation se dégrader par manque de ressources finalement. Elle savait pas vers qui aller, comment faire, elle savait même pas que ça existait en fait. C'est en ça que l'éducation périnale est importante parce que si on sait ce qu'est le périnée, si on sait ce que sont les symptômes qu'il faut surveiller et que à ce symptôme-là, le tout premier, on réagit, on résout les problèmes. Donc c'est quand même dommage de pas savoir que ça existe. Alors, je suis très heureuse que tu dises ça parce que finalement, c'est l'information qui compte. Il faut que tout le monde sache que prendre soin de son périnée, toutes les femmes là qui nous écoutent, c'est beaucoup plus que ça. C'est retrouver une hygiène de vie, une santé mentale, une estime de soi bien plus apaisée et bien plus sereine. C'est exactement ça. Enfin, moi, c'est vraiment le constat que je fais tout le temps. Et je vois bien en début de rééducation, certaines femmes qui sont un peu sur la retenue, qui n'osent pas, qui arrivent un peu gênées, qui se disent oh là là, mais est-ce qu'on va réussir? Et au fur et à mesure des séances qui s'ouvrent, mais vraiment, je le vois physiquement. Et elles me disent à la fin, mais c'était super de venir vous voir. Alors quand même, c'est un comble de se dire c'est super de venir faire de la rééducation périnée. Mais et quand elles s'arrêtent, elles me disent oh là là, mais Séverine, en fait, vous allez me manquer. Alors là, vous les auriez vus au début, en début de rééducation, à jamais elles me disent l'idée que je vais leur manquer. Mais à la fin, la confiance est installée. Elles retrouvent confiance en elles parce qu'elles n'ont plus de problématiques. Et du coup, oui, je leur manque parce qu'en fait, je pense qu'elles ont compris que j'avais apporté quelque chose à leur quotidien et changé un peu leur vie à mon tout petit niveau de rééducation périnéale. C'est quand même la sphère de l'intime dont tu t'occupes. Donc, je vois bien que ça peut transformer en profondeur la vie des femmes. Je trouve ça extraordinaire, moi, comme façon de voir les choses. C'est beaucoup plus que s'occuper des fuites urinaires, en fait. Exactement, exactement. Et alors moi, je suis très très engagée, donc j'avoue que je rentre toujours un peu plus dans leur intimité. Celles qui veulent, il y a celles qui veulent pas, mais en général, on rompt assez facilement la glace et les choses s'installent tranquillement. Puis je les vois souvent, en fait, je les vois souvent, longtemps pour certaines, et donc elles connaissent un peu ma vie, je connais la leur. Enfin voilà, il y a vraiment une confiance à mettre en place. Mais moi, je suis intimement convaincue que les choses se passent bien quand on a un binôme qui fonctionne. En gros, moi, je donne mon expérience, je donne mon expertise, je donne tous mes conseils, je donne tout. Mais si en face, la patiente ou l'utilisatrice sur Oh My Péri ne prend pas le temps de s'occuper d'elle, je pourrais donner la meilleure boîte à outils possible. S'il n'y a pas d'engagement en face, ça ne marchera pas. Il y a vraiment un engagement à avoir pour son périnée. Rééduquer son périnée, ça prend du temps. Les utilisatrices de Oh My Péri, je leur dis, il faut vous engager au moins 2 fois par semaine. Vous prenez un rendez-vous avec vous-même, vous vous connectez, vous faites vos exercices, parce que avoir les exercices dans l'ordinateur, c'est une chose, les faire, c'en est une autre. Les faire régulièrement, c'est encore autre chose, mais ça demande un engagement. Et celles qui s'engagent, sincèrement, au bout de, fin de 2e semaine, 3e semaine, elles vont mieux, beaucoup mieux. Donc c'est bien la preuve que ça se joue à pas grand-chose finalement. Donc c'est quand même dommage de pas engager un peu de temps pour aller mieux. Mais je crois que tu nous as toutes convaincues et que tu nous as toutes donné envie de nous occuper de notre cher périnée, en fait. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Séverine, pour tout cet formidable instant de partage. J'invite toutes les auditrices à aller voir ta plateforme Oh My Péri sur Instagram et puis aussi ton site. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.